Dans ce 4e épisode, Grand Corps Malade nous partage les différentes étapes de son ascension fulgurante vers le succès, son rapport à la notoriété, ainsi que sa manière de garder les pieds sur terre. On sort notre premier album en 2006 qui s'appelle Midi 20 avec Jean Rachid pour produire l'album, avec Petit Nico à la baguette musicale. J'avais tellement de textes que c'était dur, je crois que j'en ai mis 16 ou 18, même si à l'époque c'était déjà trop pour un album. Mais il n'y a pas un thème, il y a plein de thèmes. Je parle d'amour, je parle de ma ville de Saint-Denis, je parle de Paris le matin à l'aube, je parle du combat entre ma tête, mon cœur et mes couilles. Il y a des textes plus légers, il y a plein de choses. Des projets noués nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles, étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. Lorsque cette phrase résonnait, je te jure, ça peut schémar. Le studio, ça se passe très bien. Je fais tous mes textes en one shot. C'est des textes que je fais depuis des mois, voire des années déjà sur les petites scènes slam. Donc le côté live, ça me fait pas peur. Bien sûr que c'est différent, j'ai un casque aux oreilles, de la musique, mais en tout cas, c'est pas comme si je faisais que de l'écrit depuis des années. Là, je faisais que de l'oral, donc ça se passe bien. Là, quand j'écoute mon premier album, je trouve que en termes de flow et d'interprétation, j'ai un peu progressé, heureusement. Mais en tout cas, à l'époque, ça s'enregistre hyper vite. Après, on fait ça presque en amateur. Moi, j'ai jamais fait d'album. Petit Nico, c'est la première fois qu'il réalise musicalement un album. Jean Rachid, c'est la première fois qu'il produit un album. Et comme on n'est que des nouveaux, ils nous ont mis un petit mixeur qui aujourd'hui est très très fort. Mais à l'époque, Nico Stofsky, c'est le premier album qui mixe tout seul. Donc voilà, c'était presque un album d'amateur. C'était une espèce d'alignement de planètes, de feux verts qui s'allument dans l'ordre. Je fais cette émission de télé avec Ardisson, donc du coup, ça nous permet de signer en maison de disques. C'est Valérie Zetoun à l'époque chez AZ, un label d'Universal, qui nous signe et qui croit comme personne en moi, et donc il se bat pour que la semaine de la sortie, il y ait 25 000 albums en magasin, ce qui est énorme à l'époque, surtout pour un illustre inconnu. Mais du coup, les gens y croient, donc je me retrouve à faire des télés. Le mercredi de la sortie de l'album, je fais le grand journal avec Denisot. Et là, coup de chance, c'est Johnny Hallyday, l'invité principal. Donc du coup, audience de ouf. À 20h, la porte s'ouvre. Là, à l'époque, la scène était derrière une porte. Donc la porte s'ouvre. Moi, je fais les voyages en train en live, juste avec mon pote Nico au piano et une violoncelliste. Je suis tétanisé. Il est 20h, je suis en direct sur Canal+. Là, je me dis, là, si je me trompe, c'est chaud. Là, la France entière le voit, quoi. Donc là, c'est hyper déstabilisant. Je fais mon morceau, ça se passe bien. Je les rejoins à la table. Et là, j'avais un texte un peu rigolo qui s'appelle « Ma tête, mon cœur et mes couilles ». Et Denisot, il me lance pour le faire. Donc, je fais ce texte-là à la table, comme ça, a cappella. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme 3 leaders qui essaient d'imposer leur loi. Johnny, il éclate de rire, il me check, il me dit « Faut absolument que tu m'écrives une chanson ». Et le truc, il est lancé, quoi. Et là, ça y est, dès la première semaine, on est dans le top 10 des ventes d'albums. On en vend plus de 600 000. C'est un énorme succès. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision. Prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Les ventes sont au-delà de tout ce qu'on imaginait et surtout, je démarre une tournée très vite. C'est La Cigale, le premier vrai concert. Et je démarre par un texte qui n'est pas sur mon premier album, qui sera sur le deuxième, qui s'appelle Mental. Et je démarre a cappella pendant 3 minutes. C'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Et pour ça, faut du cœur et un mental de résistant. Bonsoir. Et c'était assez ambitieux de démarrer un concert a cappella, mais j'aimais bien l'idée. Et là, je me rappelle, il y a un rideau à La Cigale. Et donc je suis en place. La mise en scène, c'était que le rideau s'ouvre et moi j'ai un gros projecteur dans le dos qui fait que le public il découvre ma silhouette avec la béquille qui était un peu aussi le premier album. Donc du coup, voilà, c'était pour qu'il voit la silhouette d'entrée de jeu. Ce que j'avais pas prévu, c'est que quand le rideau s'ouvre avec la lumière dans le dos, ben moi j'avais toute La Cigale qui était éclairée. Et ça, je savais pas ce que c'était, une salle de 1000 personnes, en fait. Et là, le rideau s'ouvre, et je vois 1000 têtes en face de moi, hyper bien éclairées, puisque j'ai de la lumière dans le dos, et moi, je suis en contre-jour. Puis La Cigale, c'est pas grand, donc ça fait 1000 personnes, mais tu vois hyper bien les gens. Et là, le temps que je commence mon texte, en même temps, tac, je vois mes parents, je vois mes potes, tiens, il est là, lui aussi. Ah oui, tiens, Jean Rachid, il l'avait invité. Et là, dans mon premier couplet, je me vautre. Je bafouille, je me reprends, et voilà. Ça a démarré un petit peu chelou. Et je me rappelle, tout le public applaudit. Ce qui est hyper chaleureux, mais en même temps, ce qui est un peu la honte. Ça veut dire que tout le monde a bien vu que je me suis gouré et ils se sont dit, allez, c'est pas grave, vas-y, recommence.
Et en même temps, bon voilà, ça avait mal démarré, mais une fois que tu as démarré comme ça, tu dis bon allez c'est bon, ça y est, maintenant il peut plus rien m'arriver. Et c'est à peu près ma seule erreur, je pense, de l'heure et demie de concert, parce qu'après ça s'est hyper bien passé. Mais en tout cas voilà, je me souviens de ce démarrage où j'ai été troublé par le fait de voir le public, quoi. Après ces 2 cigales, j'enchaîne sur des festivals d'été. Et là j'ai ma première claque de ouf. C'est un festival en Suisse qui s'appelle Paléo. C'est certainement un des meilleurs en Europe. Il y a une ambiance incroyable. Et là, je suis sur la petite scène. Il y a une petite, une moyenne et une grande. Et la petite scène, c'est un chapiteau de 3000 personnes. 3000 pour moi, c'est colossal, hein. Donc, j'entre sur la scène. Et là, il y a 3000 personnes qui connaissent mes chansons, qui m'accueillent. Mais je le dis aujourd'hui comme une rockstar. Pour moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'entre sur scène. Il y a des hurlements. En plus, sous un chapiteau, ça fait du bruit. C'est pas du plein air. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, waouh, ok, j'avais fait 2 cigales. Ça s'était bien passé, mais c'était à Paris. Là, je suis en Suisse. Entre-temps, j'avais rien fait, quoi. C'est un bonheur d'être avec vous. Bonsoir à tous. Et là, du coup, je comprends ce que c'est la magie d'un album qui marche. Parce que du coup, les chansons, elles voyagent. Les gens, ils connaissent tes chansons. Et quand tu arrives sur scène, t'es accueilli de manière tellement chaleureuse, alors que moi, je m'attendais pas à ça, quoi. On est ensemble pour un petit moment pour le plaisir de partager des textes. Je fais aussi les Franco de La Rochelle, tout ça, toujours sur des petites scènes, hein. Je suis pas en tête d'affiche. Mais voilà, je suis émerveillé de ce qui se passe et je comprends que j'adore ça. Et derrière, on a enquillé une tournée colossale, hein. On a fait peut-être 120 ou 130 concerts. Et donc du coup, voilà, au-delà du succès de l'album, je découvre mon métier en fait. Je fais un 2e album avec énormément de cœur, d'envie, de rage, que ce soit aussi bien que le premier. Mais surtout, je pense tout de suite, putain, on va repartir encore à faire une tournée. Et la 2e, elle faisait aussi 130 dates. Et ça y est, j'avais compris que ça allait être ça mon métier. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Le premier morceau qu'on a décidé de clipper, comme on dit, c'est les voyages en train. En fait, je faisais un parallèle entre les histoires d'amour et les voyages en train. Je faisais une métaphore filée, comme on dit, où pendant tout le texte, voilà, je parle de voyage première classe, de terminus, d'envie d'embrasser le contrôleur. Je fais plein de parallèles entre un voyage en train et une histoire d'amour. C'est le morceau pendant très longtemps dont on m'a le plus parlé. Là, voilà, ça a été enfin détrôné par Mais je t'aime avec Camille Lelouch, avec Louane, une chanson qui s'appelle Derrière le brouillard. Même avant, sur l'album d'avant, j'avais une chanson d'amour qui s'appelait Dimanche soir. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Voilà, ces chansons-là, on m'en parle plus souvent. Aujourd'hui, j'ai sorti un titre qui s'appelle Retiens les rêves, dont on me parle beaucoup. Mais pendant très longtemps, même alors que les 2, 3, 4 albums étaient passés, souvent les gens qui me connaissaient pas bien, par contre, ils connaissaient au moins les voyages en train. Je me souviens de la première lettre que je reçois de quelqu'un qui m'avait entendu à la radio. Je me demande même si c'était pas avant le premier album, parce qu'il y a une émission de radio qui était venue à Saint-Denis, dans un café, donc je passais par là, je m'étais incrusté, j'avais lâché un texte comme ça. Il y avait quelqu'un, une dame qui avait écrit à la radio en me disant « Est-ce que vous pouvez lui donner ?» Et voilà, ça devait être ma première fan. Dès le début, je le vis bien. Aujourd'hui, je le vis toujours bien, même si évidemment la notoriété, elle est montée progressivement. Mais je suis très content de me faire connaître dans la rue. Les premières fois, voilà, tu trouves ça chambé, tu dis putain, il m'a reconnu. En plus, s'il te reconnaît, souvent, c'est plutôt pour dire un petit compliment, tu vois. Dès le début, je comprends ce qui me touche le plus. C'est-à-dire que ça arrive encore aujourd'hui que des gens me disent « Ah, je vous reconnais, je vous ai vu à la télé ». Et ça te fait ni chaud ni froid, tu vois, m'en fout que tu m'aies vu à la télé, merci. Mais par contre, quelqu'un qui juste te fait un signe, un pouce en l'air, ou qui te dit merci, ou encore plus, qui dit merci pour telle chanson et te donne un titre de chanson, ou des fois même il me dit une phrase, merci pour telle phrase, j'ai l'impression que vous l'avez écrite pour moi, ça c'est hyper gratifiant. Mes parents, ma sœur, mes potes... Ils savaient que je faisais du slam dans les bars, mais encore à peine, hein, j'en parlais pas beaucoup. Et d'un seul coup, je leur dis que je vais sortir un album, ah bon. Puis ils me voient à la télé, chez Denisot, chez Ardisson, c'est un peu n'importe quoi. Et puis ça marche, et puis ils viennent me voir en concert. Ils sont très surpris, c'est pas comme si moi, depuis l'âge de 10 ans, je voulais être chanteur, hein. C'est arrivé sur le tard, j'avais jamais voulu ça. Jamais j'aurais imaginé d'en faire mon métier, encore moins que ça marche et que je fasse des disques et des tournées de Zénith, c'est ça, mais... pas 0,1% de chance que je pense à ça à ce moment-là. Et puis, je crois qu'ils sont très émus par ça. Je crois que mes parents, quand ils viennent au concert, ils viennent des fois plusieurs fois sur la même tournée.
Il y a un concert qu'ils ont déjà vu 5-6 fois, mais ils viennent des fois me revoir. Et souvent, je crois qu'ils regardent beaucoup la salle, en fait. Et pour eux, c'est toujours assez, je pense, émouvant de voir les gens me regarder, en fait. Tu vois, en tant que parent, ils regardent des gens qui me regardent avec admiration, des fois des gens qui pleurent ou qui rient. Ma sœur aussi m'avait dit ça. Elle m'a dit, moi, quand je viens de voir un concert, je passe beaucoup de temps à regarder les gens qui te regardent, en fait. Et ça doit être assez émouvant. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. À bientôt pour un nouvel épisode. Dans ce 5e et dernier épisode, Grand Corps Malade, artiste et père accompli, fait le bilan de ces dernières années qui ont été riches et surprenantes. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai eu la chance, je pense, de rencontrer ma meuf, puis celle qui allait devenir ma femme et la mère de mes enfants, juste avant le succès. Donc ça, c'est quand même mortel, quoi, de se dire, elle est pas là parce que j'ai vendu beaucoup d'albums. Je l'ai rencontrée avant, juste avant même de faire ma première télé. Donc du coup, c'est quand même assez rassurant pour moi. On s'est mariés, tout ça, on a fondé une famille et je pense que c'est évidemment, j'en parle quand même pas mal dans mes textes, c'est hyper important, c'est vraiment ma base, je pense que c'est ça qui me permet de rester complètement les pieds sur terre. Quand je suis pas en concert ou en promo, j'ai une vie très très normale, j'amène mes enfants au foot et au basket, quand je suis convoqué par le CPE parce que mon fils a fait une connerie, je vais au rendez-vous avec le CPE. J'ai pas du tout changé mes habitudes, voilà, la notoriété m'empêche pas de faire des trucs. Après,
Heureusement, je suis pas Johnny, je crée pas d'émeutes dans la rue, mais même si on me reconnaît, c'est pas chiant. Ça m'empêche pas d'aller au cinéma, d'aller au resto et de pas me cacher. J'ai une vie complètement normale et j'organise beaucoup cet emploi du temps, même s'il est très chargé, en fonction de mes enfants. Moi, quand je fais des tournées, je demande à ceux qui organisent la tournée de pas faire plus de 3 concerts d'affilée. Il y en a qui aiment bien partir en tourbus et faire 25 concerts dans le mois et ils reviennent à la maison au bout de 3 mois. Ils n'ont pas été chez eux pendant 3 mois. Ça, je fais jamais. Moi, je vais faire 3 concerts max et puis je rentre à la maison pendant une semaine et puis je vais refaire 2 concerts dans le Nord et puis je reviens 4 jours. Évidemment, quand même, sur les périodes de tournée, il y a plein de soirs où je suis pas à la maison. Mais ça me permet d'être complètement avec ma famille, être au courant de ce qui se passe et pas passer à côté de l'enfance de mes enfants, quoi. J'ai eu la chance qu'il n'y ait pas eu de bide, c'est-à-dire que tous mes albums ont fait au moins disque de platine. Disque de platine aujourd'hui c'est 100 000, donc c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'album qui a foiré, quoi. Donc je les aime tous, il y en a peut-être qu'on mieux vieilli que d'autres et tout, mais en tout cas, il y en a aucun que je regrette. Non, là-dessus, j'ai une carrière un peu chiante, hein. C'est bien, des fois, les artistes qui disent, ah, putain, ouais, en 2013, c'est la catastrophe. Puis là, s'ensuit une traversée du désert pendant 3 ans, mais je suis revenu. Non, moi, je préfère pas avoir traversé du désert, hein. Je rigole quand je dis que c'est une carrière chiante. Maintenant, il y a quand même, un virage au moment de l'album Mesdames. Il y a marché, c'est-à-dire que tous mes albums, ils faisaient entre 100 et 200 000. Puis là, Mesdames, on doit bientôt être à 700 000, donc, là, d'un seul coup, l'album Mesdames, il a complètement explosé. Il m'a permis de passer beaucoup en radio, évidemment, ce qui change la donne. Il m'a permis de faire ma première grosse tournée de Zénith. J'avais fait quelques Zéniths, mais sinon, c'était plutôt des tournées de théâtre. Alors attention, c'était des belles salles. J'ai fait 15 fois l'Olympia, j'ai fait toutes les plus belles salles de Paris. Mais là, d'un seul coup, c'est la grosse tournée de Zénith. Sur la tournée Mesdames, on a fait 40 Zéniths. On a fini par un Bercy. Donc forcément, c'est cet album-là, et c'est quand même assez rare et assez génial pour moi, c'est d'arriver un peu à son summum alors que ça faisait déjà 15 ans que t'es là, quoi. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. L'album Mesdames, j'avais envie de faire un album de duo. J'avais encore jamais fait ça. J'avais fait plein de collaborations, mais jamais un album entièrement de duo. L'idée est venue de faire un album de duo qu'avec des femmes, pour mettre les femmes à l'honneur. C'est un moment où il y avait les mouvements MeToo, Balance ton porc que j'ai vu arriver. Je trouvais ça très bien, quoi, et ça nous remettait tous un peu en question sur notre rapport au féminisme. Est-ce que moi, des fois, j'ai pas eu des propos déplacés? Est-ce qu'aujourd'hui, j'assumerais? Il y a eu un truc comme ça qui nous a beaucoup interrogés dans le bon sens. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait que, j'avais envie de mettre les femmes à l'honneur. Et mettre les femmes à l'honneur, c'était pas juste parler d'elles, c'était évidemment les entendre, écrire pour elles, chanter avec elles. Et j'ai choisi plusieurs femmes très différentes les unes des autres, parce que le but c'est de parler de toutes les femmes, donc différentes générations, différents profils, différents métiers. Il y a des chanteuses, des comédiennes, des musiciennes. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, en tout cas pour l'instant, je touche du bois. Mais c'est parce que j'ai pas cette manière d'écrire là. Je me mets jamais à ma feuille en disant putain allez, il faut que j'écrive un truc. Je laisse toujours mûrir un thème dans un coin de cerveau, quoi. Et je me dis voilà, tiens, j'ai envie de parler de ça, et puis je vais pas m'y mettre tout de suite, hein. Je vais laisser mûrir le truc. Demain, le lendemain, je pense ah ouais tiens, peut-être je pourrais commencer comme ça et parler de ça. Et en gros, quand je me mets à écrire, souvent je sais déjà où je vais. Mais du coup, si j'ai pas d'idée, si j'ai pas d'envie précise, je me mets pas à ma feuille. Du coup, j'ai pas de feuille blanche qui reste devant moi comme ça. Parce que je me force jamais à écrire, quoi. J'écris quand c'est le moment. J'essaye, en tout cas, de traiter le plus de thèmes possible. Quand je traite un thème que j'ai déjà traité, comme par exemple la chanson d'amour, je trouve des nouveaux angles. Tout est une histoire d'angle d'attaque dans un thème, donc j'essaye de me réinventer là-dessus. Et je pense que là où on s'est le plus réinventé, c'est sur la musique. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. J'ai bossé avec plein de gens différents. Et là, depuis 3 albums, en comptant l'album éphémère avec mes potes Gaël Faye et Ben Mazué, je bosse avec Mosiman essentiellement. Et Mosiman a beaucoup apporté parce que il a apporté des rythmiques beaucoup plus modernes, plus électro. C'est un DJ, Mosiman. Et en même temps, il est très fort sur les petites mélodies. Donc, on arrive vraiment, et notamment sur le dernier album, je pense qu'on a atteint vraiment pour moi l'équilibre parfait de ce que je cherchais depuis longtemps
entre de la musique un peu électro qui fait que tu as envie de bouger la tête, il y a des rythmiques un peu imparables et en même temps une musique très organique. C'est-à-dire que là en studio, on a fait jouer des ensembles de cordes, de cuivre, des vraies guitares, des vraies basses et le mélange entre cette musique un peu programmée électro et des vrais instruments en studio et à la fois avec des très belles mélodies et à la fois des morceaux où vraiment tu as envie de danser. Voilà, je suis hyper fier de la musique de ce dernier album. L'album s'appelle Reflet. Donc je pense que c'est là où on a peut-être le plus évolué, c'est musicalement. Même si du coup les textes suivent cette musique. Et notamment depuis 2-3 albums, j'aime écrire sur la musique. Les 5 premiers albums, c'est plutôt moi qui écrivais les textes a cappella. Et je la donnais à des musiciens pour qu'ils composent de la musique sur mesure. Là, de plus en plus, j'aime l'exercice inverse. On me donne une musique, alors on m'en propose plein, j'ai cette chance-là. Et quand il y en a une ou deux vraiment qui m'inspirent, que je préfère, et ben là j'écris sur mesure dessus. Et du coup, ça m'impose un rythme, ça m'impose un flow, ça change ma manière d'écrire et ça, j'aime bien. J'ai mis vos reflets dans tous mes couplets. Reflet, c'est un album où c'est la première fois que j'ai 12 titres en solo. C'est venu comme ça. Du coup, certainement un album plus personnel, parce que quand tu fais un duo, tu peux pas parler que de toi, quoi. Il y a un compromis à trouver, un équilibre sur le thème, un choix collectif. Donc là, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, je suis très content. Les reflets au pluriel, c'est le reflet du public dans mes textes, c'est mon auto-reflet dans le miroir, parce qu'il y a un texte qui s'appelle comme ça. Et puis après, d'une manière générale, oui, c'est les reflets de notre époque, c'est les reflets de notre société. C'est aussi pour ça qu'il y a des textes concernés par le monde qui nous entoure. Il y en a une qui s'appelle « C'est aujourd'hui que ça se passe », il y en a une qui s'appelle « 2083 », sur l'enjeu et sur l'urgence climatique. Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2083. Je te passe ce message afin que ton époque réagisse. Ici, la planète va mal, il faut absolument que tu me crois. Si on fait un album sur le reflet de notre société, on peut difficilement faire comme si l'enjeu climatique n'existait pas. Donc moi, je suis pas le plus grand écolo depuis ma naissance, mais je suis comme tout le monde. J'ai découvert cette urgence-là et je m'y suis mis, comme beaucoup, certainement trop tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me concerne, ça me préoccupe. Et en tant qu'artiste, je pouvais pas faire comme si ce thème n'existait pas, quoi. J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard. J'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs. J'ai aimé. Retiens les rêves, pour moi, c'est certainement la plus belle chanson que j'ai écrite pour mes enfants. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand t'as des enfants, d'un seul coup, la vie s'accélère, le sablier s'accélère et que les enfants, ça grandit trop vite. Cette fameuse phrase qu'on entend depuis toujours, ben c'est vrai. Je l'ai ressenti, je le ressens. Ils ont 10 et 13 ans. Et oui, on vit des moments géniaux parce qu'on a une famille qui va bien, qui s'entend bien. Et du coup, tous ces petits moments du quotidien qui sont hyper banals, ben, je sais qu'ils sont pas éternels et que finalement, quand tu te lèves la tête dans le pâté et que t'as juste tes enfants qui sont en train de prendre un petit déj, qui te racontent un bout de rêve et puis on se fait griller du pain, sur le papier, ça fait pas rêver, hein, c'est pas un moment extraordinaire. Et ben là, moi, c'est quand même un moment magique parce que quand ils seront plus là à la maison ou quoi, je me dirais putain mais ces moments-là ils étaient ouf en fait. Et du coup, je suis content d'en avoir conscience maintenant, de se dire que c'est des moments importants et que c'est tellement beau ces moments-là que est-ce que c'est pas un rêve un peu éveillé? Et si c'est un rêve, bah voilà, l'idée c'est d'essayer de retenir les rêves et c'est ça le sens de cette chanson, Retiens les rêves. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Il y a Je serai là, qui est un peu la suite de Dimanche soir, qui est un texte d'amour. Il y a eu de l'émotion, je leur fais rien écouter tant que c'est pas fini, moi. Donc c'est pas des bouts de texte qu'ils entendent mal mixés. Moi, voilà, j'aime pas qu'ils entendent un morceau en chantier. Donc quand ils l'entendent, c'est posé, c'est mixé, c'est masterisé, et je leur fais écouter voilà, quelque chose qui normalement est dans son état définitif. Il y a eu de l'émotion, ils ont validé quoi. Donc c'est quand même important pour après le chanter 60 ou 80 fois sur scène, de sentir qu'ils ont été validés par les principaux concernés. Et en même temps, voilà, c'est ce que je dis toujours, j'ai été hyper sincère dans ces morceaux-là, je parle vraiment de ce que je ressens, d'un sentiment d'un père, d'un sentiment d'un homme amoureux, mais en même temps, à la fin de la chanson, tu connais rien de plus de ma vie privée, tu vois, c'est pas des morceaux impudiques, mais c'est des morceaux intimes. Il y a un texte qui s'appelle Auto-reflet, où je dis je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. Je préfère les écorchés, les rebelles, les bizarres. Je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. J'ai la chance d'avoir des potes de longue date, de bosser aussi avec des gens que je connais depuis très longtemps. Alors je bosse pas avec mes potes d'enfance non plus, hein. Mais par contre, voilà, j'ai une petite bande de potes resserrés qui est très importante pour moi. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'habite plus à Saint-Denis, j'habite à Paris. Et je m'étais dit que certainement Saint-Denis allait me manquer. Et en fait, pas tant que ça. Ça me manque un petit peu, mais ça va.
cet esprit de la banlieue, en fait, moi, je l'ai importé là où je suis, et puis on l'a importé dans notre travail. Là, on a un petit label indépendant où on vient presque tous de banlieue parisienne. Et du coup, voilà, je pense que eux, si d'un seul coup je bossais plus du tout avec eux, ou si j'avais plus ces potes-là, ça me manquerait. Mais comme cet esprit de banlieusard, il est toujours là. Du coup, même si je suis plus sur mes terres de Saint-Denis, j'ai l'impression toujours d'y être un peu, quoi. J'ai 20 ans dans ma tête, 120 ans dans mon corps, mais les deux, heureusement, se mettent souvent d'accord. Autoreflet, c'est un peu mon ego trip, c'est-à-dire que c'est un peu un ego trip de rappeur où pendant 5 minutes je parle de moi. Alors je parle pas de moi pour dire que je suis le meilleur, hein. Là c'est pas un ego trip dans ce sens-là. Au contraire, je parle plutôt de mes doutes, de mes failles, mais pendant 5 minutes, un texte assez dense, assez intense. En même temps, il y a J'ai vu de la lumière qui raconte un peu justement ces petits virages de vie qui ont donné des étapes très importantes dans ma vie. Et puis bon, il y a plein d'autres textes, mais il y a aussi la chanson Reflet qui porte le nom de l'album et qui est importante pour moi. On se connaît pas vraiment, mais on se connaît bien, on se côtoie d'une drôle de façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a au moins un point commun, on a partagé mes chansons. Elle est très rythmée, je pense qu'on va bien s'amuser avec cette chanson-là quand on sera sur scène. Mais Reflet, ça parle du public en fait. Et j'essaie justement de raconter des fois où les gens dans la rue me disaient cette phrase, j'ai l'impression que vous l'avez écrite pour moi. Ben Reflet, c'est un peu ça, c'est ce moment où je me demande qui est le miroir de l'autre, quoi. Est-ce que c'est mes textes qui parlent de moi, donc qui parlent d'eux, parce qu'on est tous des êtres humains qui vivent bizarrement un peu la même chose, ou est-ce que c'est eux qui se reconnaissent dans mes paroles, voilà. Je sais plus qui est le miroir, qui est le reflet de l'autre, mais en tout cas, il y a un truc où je parle du public, où je les remercie d'être là, parce que sans eux, je suis pas là. Et depuis bientôt 20 ans, on s'amuse de ces reflets, et notamment sur scène, quoi. On commence vraiment à préparer ce spectacle. On commence à Saint-Omer, dans le Nord. Puis après, on va à Bruxelles, et puis on passe partout en France. On a déjà une trentaine de zéniths, plus les festivals cet été, et puis d'autres dates à la fin de l'année. Donc oui, chaque album, c'est un prétexte pour aller sur scène. Je n'imagine pas faire un album si c'est pas pour aller le partager. Donc ouais, j'ai bien hâte de retrouver le public. J'ai la chance d'avoir un taf où j'aime à peu près toutes les étapes, hein. J'ai juste le plaisir d'écrire quand ça me prend, quand j'ai un feeling, une envie. L'enregistrement en studio avec des musiciens, c'est passionnant. Mais après, je pense que le moment ultime, c'est quand même la scène, quoi. Hey Emma, maintenant tu sais, pour moi un soir je suis pas rentré. Sans faire exprès, je l'ai croisé. Et moi j'ai voulu toucher. Quand je fais pas de la musique, je fais plein de choses, hein. Je suis avec ma famille, j'emmène les enfants au foot et au basket, je fais les devoirs avec les enfants, je vais en vacances, je vais boire des coups avec mes potes. Et puis après, il y a aussi les projets très professionnels qui sont non musicaux. J'ai fait 3 films que j'ai coécrits et co-réalisés. Donc Patient, La vie scolaire, et là on est sur un énorme projet qui s'appelle Monsieur Aznavour. C'est le biopic du grand Charles Aznavour. Aznavour est joué par le très grand Tahar Rahim, qui a fait une performance exceptionnelle. On a tourné tout l'été, on est actuellement en montage, donc il y a plein de beaux projets en parallèle. Je sais pas si j'ai des rêves, j'ai jamais marché en rêve. Je me suis jamais mis d'objectif, parce qu'en plus ce métier-là, il m'est tombé dessus un peu par hasard quand j'ai découvert le slam. J'ai fait un disque avant même de m'apercevoir que je faisais un disque, tu vois. Donc j'ai jamais eu des rêves de me dire j'aimerais un jour faire ça, j'aimerais un jour faire ça. Je me suis jamais fixé d'objectif et du coup, voilà, je laisse venir les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis, s'il y a une émotion principale, je dirais enthousiaste. Je suis enthousiaste à l'idée de sortir mon album, de le partager. Ça y est, il est sorti, ça marche plutôt bien, mais je sais qu'on a encore plein de belles promos à venir et plein de gens qui vont découvrir cet album, parce qu'on l'a sorti il y a très peu de temps. Enthousiaste, évidemment, à l'idée de redémarrer une tournée. Enthousiaste à l'idée que bientôt les gens vont voir les images de Monsieur Aznavour, notre film. Voilà, je sais pas si c'est de la sérénité, parce que je suis pas sûr que tout va marcher de la meilleure des façons. Mais en tout cas, on a tout fait pour que ça marche, et du coup, c'est plutôt de l'impatience, de l'excitation, de l'enthousiasme. C'est plutôt agréable de revenir sur tout ça, parce que même si j'ai une vie qui a eu des virages très compliqués, finalement, je m'en suis sorti. Donc, c'est plutôt une fierté de se dire que ces moments-là, ils sont derrière nous et que on les a plutôt bien gérés. Et puis, c'est une vie mouvementée, mais c'est une vie un peu de privilégié, hein, je le dis souvent. De vivre de sa passion, c'est rare. Puis de bien en vivre comme ça et d'avoir plein de projets, plein d'événements et d'avoir cette adrénaline très régulière, c'est un luxe. Et moi, je suis pas du tout blasé de ce qui se passe quand un album marche. Je suis jamais blasé de monter sur scène et de voir un zénith plein qui m'applaudit, qui se lève. C'est pas devenu la norme en fait, et je continue de m'émerveiller de ça parce que j'ai toujours eu cette capacité, peut-être à cause de mon parcours, mais cette capacité à prendre du recul et à faire un pas de côté pour regarder et analyser un peu ce qui se passe. Et donc du coup, ça m'arrive très souvent de me dire waouh, putain, mais hier on était à Bercy, putain, il y avait
15 000 personnes, c'est ouf quand même si on m'avait dit. Je suis pas dans un tunnel où j'ai pas le temps de penser à tout ça. Voilà, souvent, je fais ce petit bilan régulier qui me permet de kiffer, en fait, de me dire, bon, attends, c'est incroyable de vivre ça, vas-y, profite. Hein. C'est pour ça que j'essaye de continuer de m'en apercevoir de ce destin incroyable, peut-être pas, mais pas commun. J'ai eu un accident dramatique. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai une vie quand même assez rare. Je fais un métier que j'adore, ça marche. Derrière, avec moi, il y a plein de potes. On est tous dans une bonne équipe, dans une dynamique de projet. Et il y a plein de projets. Il y a de la musique, il y a du cinéma. C'est impossible de refaire l'histoire. Est-ce que j'aurais rencontré le slam si j'avais pas eu mon accident et si je faisais beaucoup de basket? Peut-être, j'aurais pu rencontrer le slam. Maintenant, est-ce que j'y aurais mis tant d'énergie, tant de passion? Il y a peu de chance. Donc, oui, je pense quand même que sans ces éléments dramatiques, bah ouais, l'histoire aurait été différente, il y a des chances. Ouais. Donc oui, c'est un destin assez atypique, mais en tout cas, j'en ai conscience. Donc je sais en profiter. C'était le dernier épisode de la 2e saison de Destin. Merci d'avoir écouté cette 2e saison. Nous espérons que l'histoire de Grand Corps Malade vous a touché, transporté. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. Pour être les premiers au courant de la sortie de la prochaine saison de Destin, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et bien sûr, rendez-vous sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. À très vite pour un nouveau parcours de vie hors du commun.